Sud Radio, 19h-19h30, les vraies voix du sport. Les vraies voix du sport, là c'est beaucoup plus léger par rapport à l'actualité, avec un livre à lire absolument cet été, à la plage, à la montagne, à la campagne, chez vous. SoFoot et Chérif Guémour présentent nos 200 dates publiées chez Marabout. Bonsoir Chérif Guémour. Bonsoir Philippe, bonsoir à tous. Alors, et pourquoi ce livre déjà ? Parce que... Et puis choisir 200 dates, ça a dû être un peu compliqué, vous êtes mis à combien ? Alors, j'ai fait ça tout seul. Alors, c'était déjà pour marquer symboliquement les 20 ans du magazine SoFoot, parce qu'on est né en 2003. Un excellent magazine, d'ailleurs. Merci. Et donc, on a fait souvent des dossiers sur l'équipe d'Ajax, l'équipe du Real, des grandes sélections, des grands joueurs. Et il y avait toujours dans ces dossiers-là les 10 dates les 10 dates de Maradona, les 10 dates du football africain, les 10 dates du Real Madrid, enfin tous ces trucs-là. Et en fait, on les a rassemblés. Ça nous donnait à peu près 160 dates et il a fallu qu'on en rajoute 30-40 vraiment essentielles. Vous en avez même fait certaines, on va en parler, qui ne sont pas des matchs de football mais qui sont intéressants. Ouais. Alors moi j'ai trouvé qu'il y avait 2 dates qui manquaient, ça m'a surpris. 9 juillet 2006, 15 juillet 2018, les 2 dernières finales de Coupe du Monde des Bleus, excepté celle de 2022 bien sûr. Ouais. Il manque 2 finales de Coupe du Monde des Bleus sur 4, pourquoi ? Parce que c'est le choix éditorial. Alors déjà, comme on est SoFoot, on veut toujours se distinguer en étant un peu alternatif, c'est-à-dire ne pas faire ce que les autres font. Donc voilà, quand on fait les 10 dates de l'équipe de France, quelque part, on va pas mettre 98 parce que de toute façon, tout le monde les connaît. Mais par contre, je parle des demi-finales. Ah oui, ça, les demi-finales, il y a tout. Il faut dire que l'équipe de France a souvent joué des demi-finales d'anthologie. Hein. Oui, puis après que aussi, ce soit Brésil 58, Séville, il y a eu des demi-finales fabuleuses. Hein. Et puis aussi dans la ligne éditoriale de ce livre, c'était si possible traiter un maximum de pays, un maximum d'époques. Donc voilà, on ne pouvait pas faire un truc 100% équipe de France non plus. Et on apprend plein de choses. La première date, 30 juillet 1930, la première finale de Coupe du Monde Uruguay-Argentine à Montevideo, jouée dans une ambiance particulière. Bah oui, les Uruguayens étaient chez eux, donc ils se sentaient les rois du monde parce qu'ils avaient gagné les 2 médailles d'or aux Jeux Olympiques de 24 et de 28, et ils ont joué contre les ennemis de la Plata, c'est-à-dire le fleuve et tout, les Argentins. Et ça a toujours été des matchs au couteau. On parle de la grinta argentine et de l'esprit charrois des Uruguayens, et ça donnait forcément un match au couteau qui a été gagné par les locaux qui étaient à domicile, qui ont gagné 4-2 alors qu'ils étaient menés 2-1 d'ailleurs. Oui, le public a aidé, peut-être aussi un petit peu l'arbitrage. Oui. Les problèmes d'arbitrage, ça date pas d'aujourd'hui. C'est sûr. 8 ans plus tard, 5 juin 38, un joueur mythique aux pieds nus, Leonidas da Silva, est peut-être la plus grosse gaffe de coaching de l'histoire. Oui, parce que l'entraîneur Pimentel, il me semble, du Brésil. Voilà, donc Leonidas c'était l'attaquant star du Brésil. C'était en France. Ouais, c'était en France, la Coupe du Monde 38, et il a été épargné. Je crois que c'était pour les quarts de finale, il me semble. Pour la demi-finale contre l'Italie. Ouais, c'est ça. L'Italie qui venait de sortir la France 3-1. Absolument, et l'entraîneur brésilien, pas très présomptueux, s'est dit voilà, je vais épargner Leonidas parce qu'évidemment on ira en finale et là je remettrai Leonidas. Le problème c'est qu'ils ont été éliminés sans Leonidas. Oui. Mais ça c'est le... Et qu'il n'y avait pas de remplaçant à l'époque, donc non, il n'y a pas de remplaçant. Rentrer à un quart d'heure de la fin. Et c'est ce qui explique pourquoi le Brésil, pendant longtemps, s'est cru maudit, alors qu'en fait, très souvent, ils ont été très présomptueux. On va rester sur le Brésil maudit. Je fais un clin d'œil à notre directeur des programmes, Frédéric Jouve, qui est franco-brésilien, parce que là, on a parlé de Leonidas da Silva en 38, encore un mauvais souvenir. 16 juillet 1950, un nom fait pleurer tout le Brésil. Alcides Djidja, encore un Uruguayen, pour un match appelé là-bas le Maracanã, ou le désastre du Maracana. Oui, parce que la phase finale de cette Coupe du Monde, en fait, c'était pas des éliminatoires de quart de finale, demi-finale et finale, c'était un tournoi à 3 équipes, et le Brésil avait gagné en fait un match nul leur suffisait. Un match nul leur suffisait, et donc ils mènent 1-0 contre l'Uruguay. Ils se font égaliser 1-1 et sous l'effet de la peur et la présomption aussi, parce qu'ils étaient sûrs de gagner. Tous les journaux de l'époque, le matin, le dimanche de la finale, avaient affiché voici les champions du monde. C'était l'équipe du Brésil, ils ne pouvaient pas perdre. Et 10 minutes de la fin, il y a Djidja qui a crucifié cette équipe du Brésil. Et crucifié un gardien de but qui s'appelait Moacir Barbosa et qui est devenu un paria pour tout un pays, c'est terrible. On lui a fait payer jusqu'à la fin de ses jours. Il était montré du doigt par les mamans qui le montrent à son fils. Regarde, ce gars, cet homme qui a fait payer.
J'avais vu ça dans SoFoot dans les années 70, une mère qui dit à son gamin dans un marché à Rio, tu vois, c'est cet homme qui a fait pleurer tout le Brésil il y a 25 ans. Ouais, il est devenu alcoolique. Oui, voilà, parce qu'il a servi de bouc émissaire, malheureusement. Alors, 4 ans plus tard, vous avez beaucoup d'humour sur SoFoot et vous aussi. Hongrie, RFA, une finale Deutsche Qualität et encore une merveilleuse équipe qui perd. Oui, pareil. Puskás, Kocsis, Hideg, Couty, et qui menait 2-0 au bout de 10 minutes de jeu. Ouais, 2-0 au bout de 10 minutes de jeu. Pareil, les Hongrois avaient déjà gagné la finale avant de la jouer. C'est là qu'on a découvert qu'en football, avec les Allemands, un match dure 90 minutes. Oui. Et que tant que le coup de sifflet final n'est pas sifflé, c'est pas gagné, c'est pas joué. Donc l'Allemagne finit par gagner 3-2 et ça a été le début de la légende de l'Allemagne invincible, qui ne se rend jamais, qui joue à fond. Et la première grande équipe romantique que tout le monde aimait, parce qu'évidemment il y avait tous les artistes que vous avez cités, on les attendait, ils n'ont pas gagné. On les attendait, ils n'ont pas gagné, on en pleure encore sur les bords du Danube. Allez, 10 juillet 1960, un match qui fait d'un gardien de but un ballon d'or, URSS Yougoslavie, Lev Yachine. Oui, alors Lev Yachine, alors c'est marrant parce que jusqu'à aujourd'hui, dans la mémoire collective, ça reste le plus grand gardien de tous les temps. Alors ça remonte à 1960, il y a eu plein de grands gardiens, on les connaît. Hein. Ah oui, Banks dans les années 60, Neuer, Maier, tous ces groupes, Dinosov, Barthez évidemment, ouais. Tous ces... Et en fait c'est Lev Yachine, alors on rappelle, il était très grand, il faisait presque 2 mètres. Il avait des mains démesurées, donc d'où l'araignée. À la Wenbanyama. Voilà, et il était toujours habillé en noir avec une casquette, donc c'est un personnage. Et on a très peu d'images, les rares images que j'ai vues, et j'ai vu en effet que c'était un très grand gardien, qui était moderne, qui sortait de sa surface, qui joue un peu libéraux comme Neuer le fait aujourd'hui. Et donc voilà, c'est le seul gardien qui a eu le ballon d'or. Vous rappelez un souvenir complètement fou, on va parler des clubs. 1er octobre 1969, les Verts atomisent le Bayern 3-0. Tout le monde se souvient en France de la demi-finale perdue en 75, de la finale perdue en 76, mais personne ne se souvient, ou presque, que les Verts avaient perdu 2-0 à Munich, avec l'équipe qui allait être troisième de la Coupe du Monde un an plus tard, et ils atomisent 3-0 le Bayern à Geoffroy Guichard. C'est une époque, la période noire, absolument noire du football français, où les clubs sortaient au premier tour des Coupes d'Europe. L'équipe de France n'allait même pas en Coupe du Monde, jouait même pas l'Euro. Et donc à l'aller à Munich, ils perdent 2-0, ils auraient pu perdre 6-0. Et au retour, ils gagnent 3-0, 2 buts d'Hervé Revelli et de Keita. Et la légende du chaudron, elle naît là. Le « Allez, les Verts », le fameux slogan, ça date de ce match-là. Et ça a été peut-être le point de départ du renouveau du football français. Ça a mis du temps, avec les Verts un peu plus tard. Mais voilà, c'est Beckenbauer, Müller, Maier éliminés quand même. On finit les années 60, il nous reste 50 secondes avant la pub. 19 novembre 69, Maracana, un match de légende. Santos Vasco de Gama et Pelé puissance 1000. C'est comme ça que vous appelez ce match, c'est son 1000e but. Oui, on l'attendait depuis plusieurs semaines. La légende raconte que comme Pelé tenait à tout prix à le marquer au Maracana, donc il joue avec Santos, et donc il y a eu des matchs de championnats locaux et tout. Il n'arrivait pas à marquer, il devenait très nerveux, il y avait une pression, parce qu'un journaliste avait calculé que le prochain but qu'il marquerait, ce serait le 1000e de sa carrière. Et donc voilà, il voulait vraiment à tout prix le marquer au Maracana. Et la légende raconte qu'il y a 1 ou 2 matchs, il l'a joué dans les buts, parce que comme c'était pas au Maracana, il voulait vraiment que ce soit au Maracana. Et ce fameux soir que vous citez, il a marqué le 1000e sur penalty, pas très bien tiré. Pas très bien, mais surtout assez généreux quand même. Très généreux et mal tiré. Très généreux et mal tiré. Chérif Guémour, pour ce livre génial à lire cet été, vous avez des enfants qui aiment le football, faites-leur découvrir, parce que le football, c'est pas que les matchs actuels, c'est des grands champions. SoFoot, nos 200 dates publiées chez Marabout. On apprend vraiment plein de choses, c'est absolument génial. On se retrouve dans quelques instants. Ça marche. Les vraies voix du sport. Les vraies voix du sport, avec un livre à lire absolument. SoFoot et Chérif Guémour présentent nos 200 dates, les 200 dates les plus importantes de l'histoire du football. On finit des années 60, 17 juin 70. Un match grandiose, Italie-RFA, avec une prolongation de fou à la Coupe du Monde. Oui, alors il y a eu le France-Argentine dernièrement qui est repassé devant dans les plus grands matchs de l'histoire du foot. Peut-être le plus grand match, cette finale et tout. Mais pendant longtemps, c'était ça, ce qu'on appelait le match du siècle, justement, entre l'Italie et la RFA, enfin l'Allemagne. Oui, parce que l'Allemagne était coupée en deux à l'époque. Et tout. Donc, en fait,
les 90 minutes, il se passe pas grand-chose. Enfin, si, il y a 1-1 et tout, mais c'est pendant les Ils prolongations. égalisent à la dernière seconde par Schlesinger, de mémoire. Ouais, voilà, c'est ça. Et ensuite, après, c'est 2-1, 2-2, 3-3, 3-3, 4-3. Enfin bon, c'est un scénario de fou, avec des joueurs exténués, avec Beckenbauer qui est blessé à l'épaule, donc qui joue avec le bras en écharpe. Il y a les deux gardiens qui font des arrêts extraordinaires, il y a des ratés, il y a un ciel orageux. Oui, c'est... Et malheureusement, c'était tard dans la nuit, donc tous les Français ne l'ont pas vu. Voilà. 4 ans plus tard, c'est un peu un remake de 20 ans avant. Exactement. Une équipe magnifique qui plaire. Vous appelez ça le crépuscule orange. Ouais. Les oranges de Cruyff, Neskens, Rep, Rensenbrink, Van Hanegem. Ouais, c'était l'équipe de cœur qui faisait rêver. Enfin, bon, la plupart, ils venaient de la grande équipe d'Ajax, des années 70. Pareil, au nom du football romantique, au nom du style, c'est eux qui devaient gagner. Puis finalement, non, ils ont été encore battus par le réalisme et le talent. 2-1 en finale, ouais. 20 juin 76, Panenka. C'est un nom qui naît lors d'une série de tirs au but, toujours avec les RFA, mais c'est sa seule défaite au tir au but de l'histoire du football. Absolument, c'est en finale de l'Euro, donc il y a Panenka. Alors, la légende raconte qu'évidemment il improvisait. Non, il s'était déjà entraîné, déjà à l'entraînement, puis sur un ou deux matchs officiels et tout. Et il fait ce geste insensé, qui était insensé à l'époque. C'est une finale de l'Euro quand même, un penalty décisif. Et il fait ce truc-là, donc course d'élan. J'arrête, hop, une petite pichenette, le gardien part à côté. Il faut être fou. Grandiose. Faut être fou. On parle des grandes équipes qui ont perdu. 5 juillet 82. Vous avez titré ce chapitre Regrets éternels. C'était le titre de l'équipe le 10 juillet 2006, quand la France a perdu. Brésil-Italie 82 avec le triplé de Paolo Rossi, qui nous fait perdre une équipe du Brésil absolument sublime. Peut-être la plus belle équipe du Brésil de tous les temps. Oui, beaucoup l'ont dit, peut-être même supérieure à celle de 70. Pareil, les gens oublient, mais un match nul suffisait pour les Brésiliens. Et les Brésiliens ne savaient pas, a priori. Et ils ont continué à attaquer à 2-2. Ouais, voilà, le truc c'est qu'ils ont continué à attaquer à 2-2 parce que les Brésiliens, comme nous les Français contre l'Allemagne, on ne se refait pas. 3 jours plus tard. On ne se renie pas. On a toujours attaqué. Non, on joue pas défensif. Et Rossi, qui traînait sa peine depuis 3 ou 4 matchs, il plante un triplé. Et après, on se connaît l'histoire. L'Italie sera championne du monde. Et 3 jours plus tard, pour ce qui est pour moi le plus grand match de l'histoire du football, France-RFA Séville. Ça, celui, comme l'a écrit Michel Platini, celui qui n'a jamais vu ce match, n'a jamais vu un match de football. Celui qui n'a jamais vu ce match, n'a jamais vu un match de Coupe du Monde. C'est surréaliste et rationnel. Enfin, je l'ai vu, j'étais jeune et je me rappelle, c'est un match qui commence, il fait encore jour et ça se finit, j'allais dire, jusqu'au bout de la nuit, quoi, avec les tirs au but. Parce que Battiston, etc. La séquence Battiston a duré longtemps, ce qui fait que moi, dans mon esprit, le match s'est fini à 2h du matin. Alors qu'en fait, non. 23h30 à peu près. Oui, voilà, à peu près. Mais il s'est passé tellement de choses, on y a cru. Voilà, mon équipe de France n'a pas été championne du monde. Oui, franchement, moi mon rêve absolu, ça aurait été une guerre en 82 entre le milieu brésilien, Zico, Socrates, Falcao, Toninho, Cerezo, Platini, Gires, Giangini, Tigana en face. Ça aurait été sublime. On les a retrouvés en 86, mais c'était plus la même équipe. C'était plus la même équipe. Euro 84, il y a 3 matchs que vous mettez. France-Belgique, la Belgique, une grande équipe, 5-0, qui était vice-championne d'Europe. Elle va être 4e à la Coupe du Monde suivante. Platini, encore un triplé contre la Yougoslavie. Platini, superstar en 84. Mais on s'imagine pas. 9 buts en 5 matchs à l'Euro. Mais ça sera jamais battu, je vous rassure. C'est comme Fontaine, voilà, et c'est 13 buts. Platini, c'est intouchable. C'est intouchable, c'est à moins qu'on multiplie les matchs. Mais avoir vu Platini en 84, quand on dit qu'il a été pendant une petite période, je sais pas, 2-3 ans, le meilleur joueur du monde, il faut le croire. Et quand nous, on le voyait tous les soirs, on s'attendait à ce qu'il marque. Il marque. Il marque à tous les matchs. Et c'est lui qui décide du sort de la finale contre l'Espagne. On saute en 86. On va pas faire France-Brésil qui était grand. 22 juin 86, slalom spécial et main de Dieu. Maradona face à l'Angleterre, la revanche des Malouines. Oui, la revanche des Malouines. Alors, je recommande à tous nos auditeurs de regarder sur YouTube. C'est pendant les hymnes nationaux entre l'Argentine et l'Angleterre. Vous voyez Maradona et le gardien. Ils ont un regard de biais sur les Anglais. Dans leur tête, on devine qu'ils les insultent et qu'ils veulent leur faire payer les Malouines. Bon, il y a la main de Dieu, la main du diable. Et puis après, il y a le but légende. 93, 2 matchs légendaires pour les clubs français. PSG Real Madrid le 18 mars.
4-1 au Parc des Princes, à l'époque où le PSG jouait bien et sans complexe. Oui, c'est la grande décennie. Ça fait 30 ans. Oui, c'est l'âge d'or des clubs français dans les années 90. On est avant l'arrêt Bosman, c'est-à-dire que le football français peut encore garder ses joueurs, qu'il forme en plus, parce que la formation française, elle explose dans les années 90. Et les clubs français battent tout le monde, sans complexe, et ils arrivent en finale. Bon, s'il n'y avait pas eu l'arrêt Bosman, je pense qu'on aurait pu récolter encore, peut-être d'autres Coupes d'Europe. Ouais, bien sûr, facile. 26 mai 93, on en a parlé il y a un peu plus d'un mois. Marseille-Milan AC à Munich. À jamais les premiers, donc pareil, la tête de Bolly, comme il dit, je vois le ballon filer, non pas dans les filets, mais vers l'éternité. Ouais. Voilà. Un mauvais souvenir, 17 novembre 93, Coste Killer, Coste comme Kostadinov avec un K. Le silence dans le Parc des Princes, le silence de mort du Parc des Princes. Et je me souviens aussi Aimé Jacquet qui se prend la tête dans les mains et il ne sait pas à ce moment-là que 5 ans plus tard, il sera champion du monde. Justement, on fait aussi un encore en avant, 12 juillet 98, ZZ. Les 2 buts de la tête. Voilà. Bon, Jacquet avait repéré à la vidéo que les Brésiliens étaient mal placés au premier poteau sur les corners. C'est vrai que Aldaïr Junior Bayano en défense centrale, c'était pas la sécurité sociale de la tête. 2 juillet 2000, vous appelez ça Thalys. Le Cueil de Rotterdam, France-Italie, un match de légende. La plus grande équipe, alors peut-être alors là on a parlé tout à l'heure de la plus grande équipe du Brésil de tous les temps, peut-être la plus grande équipe de France de tous les temps. C'est pas celle de 98 pour moi, on est nombreux. Oui, c'est 2000. C'est 2000. Parce qu'en 2000, par rapport à 98, on avait la force de frappe offensive avec Trezeguet, Henry, Anelka et Wiltor. On a les meilleurs. Oui. Et ça gagne. 2006, 1er juillet, le match stratosphérique de Zidaninho, vous l'appelez comme ça. Vous avez trouvé un surnom extraordinaire à Zidane contre le Brésil, une démonstration extraordinaire. Zinedinho Zidane, vous l'avez appelé. Ouais, parce que les Brésiliens l'adorent. Oui. Ils ont cherché à l'avoir comme sélectionneur, c'est pas un hasard. Moins drôle, 30 juin 2010, Domenech à l'Assemblée nationale après le bus de Naïsna. Ça c'est un peu hors terrain. Ce qu'il y a de fou, c'est que ça c'est l'épilogue. Mais en fait, c'est tout ce qu'il aurait dû gicler après l'Euro, et ça demande en mariage complètement surréaliste. Et en fait, non, on l'a prolongé. Et ce qu'il y a de fou, c'est qu'il a été prolongé par tout le football français. Le président de la FFF, Michel Platini, tout le monde. Absolument. C'est ça complètement fou. Et après, ça va jusqu'à la finale messianique du 18 décembre 2022. C'est pas un très bon souvenir, même si c'est un grand match. Si, c'est un beau souvenir, Mais, malgré la défaite, la France est rentrée encore dans les matchs de légende. C'est pas mal quand même. C'est ça. Alors, si vous voulez lire un livre absolument génial cet été sur le football, SoFoot, nos 200 dates de Chérif Guémour. Et pour les plus jeunes, vous apprendrez plein de choses depuis la Coupe du Monde 1930. Ça fait donc très 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 longtemps, plus de 90 ans. 93 ans. Merci beaucoup Chérif Guémour. Merci Philippe, merci Sud Radio, c'est très gentil. C'était un plaisir de vous avoir. Tout de suite, on va parler de votre argent avec Stéphane Moller et ensuite le rugby. Allez, à lundi, 17h dans Les Vraies Voix.